Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre P10 sur la modélisation de l'écoulement d'un fluide et on va donc travailler ici sur la mécanique des fluides. Alors, vous avez vu le cours grâce à cette vidéo dont je vous remets ici le lien chez Stella. Et donc le cours, bon, il est assez simple. Donc en fait, dans cette vidéo, on va faire 5 exercices qui vont retracer un petit peu les différents types de questions que vous pourrez retrouver. On y va avec le numéro 5, page 288, comme d'habitude. Vous le faites, vous mettez sur pause et puis on corrige juste après. Donc ici, on a un iceberg immobile de volume V indice ice, qui flotte à la surface de l'eau, son volume immergé est V indice im, et on vous demande de représenter les deux forces exercées sur l'iceberg, sachant que puisque l'iceberg est immobile dans le référentiel terrestre, eh bien, c'est que les deux forces qui s'exercent se compensent. Donc, qu'est-ce que c'est que deux forces qui se compensent? Eh bien, ce sont deux forces qui ont même direction, même norme, mais de sens opposé. Alors, ici, les deux forces qui s'exercent, eh bien, vont être le poids de l'iceberg, et ainsi que la poussée d'Archimède exercée donc par l'eau sur l'iceberg. Alors, la poussée d'Archimède, en fait, ne s'exerce que sur la partie immergée de l'iceberg. Et le poids, par contre, sur la totalité donc, de l'iceberg. Donc ici, le poids, je vous rappelle que c'est une force verticale dirigée vers le bas, qui est dans le même sens que le champ de pesanteur petit g, alors que la force exercée par l'eau sur l'iceberg, donc on appelle ici la poussée d'Archimède, est une force verticale, mais dirigée vers le haut, donc dans le sens opposé au vecteur petit g, champ de pesanteur. Donc voici ici, c'est cette représentation. Vous me faites donc des forces qui ont exactement la même, je veux dire, vous me faites des flèches, pardon, qui vont représenter ces forces, mais ces flèches doivent avoir la même longueur. Alors, une petite remarque cependant. Ici, j'ai fait partir les forces d'un même point, ce qui n'est pas rigoureusement exact. Je vous l'ai noté ici. Rigoureusement, le point d'application pour la poussée d'Archimède, c'est le centre de poussée. Alors le centre de poussée, eh bien, correspond ici au centre de gravité, mais uniquement de la partie immergée. Alors que pour le poids, eh bien, le point d'application du poids, c'est le centre de gravité du corps en entier. Donc en réalité, ici, le poids... donc si je l'applique ici, le centre de poussée serait légèrement décalé vers le bas. Bon, c'est pas très grave, hein, si vous avez fait partir du même point, c'est pas grave. Alors bien sûr, lorsque le corps est totalement immergé, eh bien le centre de gravité et le centre de poussée sont confondus, bien sûr. Alors, dans une deuxième question, on vous demande d'écrire l'expression, attention, vectorielle de ces deux forces et de calculer les valeurs. Alors, d'exprimer l'expression vectorielle des forces en utilisant les notations du texte. Bien, alors on y va, on va commencer par l'expression vectorielle du poids. Vous savez que l'expression vectorielle du poids, c'est vecteur P égale la masse du corps, donc ici masse de l'iceberg, multiplié par le champ petit g. Ça veut dire que, puisque cette masse est une constante positive, bien sûr, le vecteur P et le vecteur G sont dans le même sens. C'est ce qu'on avait dit, donc dirigé vers le bas. Ici, G, on le connaît, on me le donne. Par contre, pour la masse, on ne me donne pas la masse de l'iceberg, mais on me donne le volume et la masse volumique. Donc, je vais remplacer par l'expression ρ fois V. Donc, ici, je vais l'écrire comme ceci. Donc, vecteur P, c'est masse volumique de l'iceberg multiplié par le volume de l'iceberg multiplié par le champ petit g. Alors, pour en calculer la valeur, ce sera la norme de cette grandeur multipliée par la norme de ce vecteur. Donc, bon, ici, ça ne change pas. Et donc, la valeur du poids va s'écrire comme ceci. Donc, on va pouvoir passer à l'application numérique. Alors, bien sûr, normalement, les unités ne s'écrivent pas. Là, c'est juste pour vous montrer que les kilogrammes vont s'annuler avec les kilogrammes moins 1. Mètre moins 3 va s'annuler avec mètre cube. Il me reste bien
que des newtons. Avec ici 2 chiffres significatifs, 2 chiffres et 3 chiffres significatifs. Donc on donne un résultat à 2 chiffres significatifs et on trouve 6,3 10 puissance 8 newtons. L'expression vectorielle de la poussée d'Archimède, ça correspond au poids du volume de l'eau qui a été déplacée. Attention, par contre, n'oubliez pas, cette poussée d'Archimède, elle est dirigée vers le haut, donc dans le sens opposé à G. Donc je vais avoir l'expression suivante. C'est donc force de la poussée d'Archimède, c'est moins, donc je vais expliquer ce terme-là, multiplié par G. Le moins ici indique tout simplement que cette force se dirige vers le haut. Alors maintenant, ça correspond en norme au poids de l'eau déplacée. Et ce poids de l'eau déplacée, eh bien, ça correspond à la masse d'eau déplacée, excusez-moi, ça correspond à la masse volumique de l'eau multipliée par le volume de l'eau qui a été déplacée. Mais le volume de l'eau déplacée correspond en fait au volume du corps qui est immergé. Donc voici ici l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède qui agit sur l'iceberg. Donc pour passer à la valeur, attention, vous ne pouvez pas garder ce moins ici. Hein. Vous prenez la valeur absolue de tout ça si vous voulez, et c'est la norme de G. Hein. Donc ici, la valeur de la poussée d'Archimède va s'écrire comme ceci. N'oubliez pas, une force, quelle qu'elle soit, sa valeur ne peut être que positive. Donc là encore, j'ai réécrit dans le calcul toutes les unités qui ne s'écrivent normalement pas. Mais c'est juste pour vous montrer que là encore, kilogramme, kilogramme moins 1, ça se simplifie. Mètre cube et mètre puissance moins 3, ça se simplifie. Il me reste bien que les newtons. Là encore, avec 2 chiffres significatifs à cause de cette valeur. Et vous retrouvez eh bien, exactement la même valeur que pour le poids. Eh bien, c'est normal puisque, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, les deux forces ont même valeur, ce qui est en accord avec le fait que l'iceberg soit en équilibre. Allez, on passe à l'exercice numéro 10, page 289. N'oubliez pas de mettre sur pause, vous le faites et on corrige. Alors, on vous dit qu'on appelle V1 et V2 les valeurs des vitesses d'écoulement du fluide, respectivement à travers les sections de surface S1 et S2. Le fluide est supposé incompressible et les flèches représentent le sens d'écoulement du fluide en régime permanent qui est indépendant du temps. Et on vous demande de comparer les valeurs des vitesses V1 et V2 dans les situations schématisées. Donc, vous savez que, ça c'est vraiment le cours, au cours d'un écoulement en régime permanent qui est indépendant du temps, eh bien, on a une constante, quelque chose qui reste constant, c'est ce qu'on appelle le débit volumique du fluide. Donc, ça veut dire que le débit volumique du fluide, quelle que soit la section, sera constant. Donc, le débit volumique donc, pour la section 1 sera égal au débit volumique pour la section 2. Or, un débit volumique s'exprime par la surface, donc ici par exemple cette surface-là, multipliée par la vitesse d'écoulement au niveau de ce point. Et donc, si j'applique ceci donc sur ces deux faces-là, eh bien, je vais pouvoir écrire tout simplement que S1 fois V1 est égal à S2 fois V2. S1, donc, surface ici, V1, vitesse d'écoulement en ce point. Ici, surface en ce point, multiplié par la vitesse d'écoulement en ce point. Or, ici, ce que l'on voit, c'est que, donc, ça reste constant. Et que S1 est beaucoup plus grand que S2. Donc, si S1 augmente, parce qu'il est grand par rapport à S2, hein, alors que S2 diminue, tout simplement parce qu'il est plus petit que S1, alors il va falloir au contraire qu'au niveau des vitesses, que ce soit l'inverse. Donc, on peut écrire si S1 inférieur à S2, alors V1 supérieur à V2, et inversement, bien sûr. Donc ici, comme vous voyez que dans les 4 situations, on a toujours S2 qui est plus petit que S1, eh bien, dans ces 4 cas, on aura toujours dans ces situations la vitesse d'écoulement en 1 qui sera inférieure à la vitesse d'écoulement en 2. Passons à l'exercice numéro 12 pour exploiter la relation de Bernoulli que l'on vous donne ici.
je vous laisse le faire. Mettez sur pause et on corrige. Alors ici, on cherche vraiment à exploiter la relation de Bernoulli. Donc je vous rappelle, la relation de Bernoulli s'applique le long d'une ligne de courant d'un fluide incompressible en écoulement permanent qui est indépendant du temps. Et voici comment elle s'écrit. Donc ici, 1/2 de ρ étant la masse volumique du fluide, multiplié par la vitesse au carré, plus ρ fois g, l'intensité de pesanteur, fois z, l'altitude de la ligne du courant, plus la pression, eh bien, doit être une constante. Donc, on vous dit qu'on a deux points A et B qui sont situés sur une même ligne de courant. Donc, on aura cette grandeur-là qui sera constante en A comme en B. Et on vous demande dans un premier cas, bien, si VA est supérieur à VB, donc la vitesse d'écoulement en A est supérieure à la vitesse d'écoulement en B, et si l'altitude est la même, alors qu'en sera-t-il de la pression en A par rapport en B, d'accord? Donc, ben, écrivons que, puisque A et B sont situés sur la même ligne de courant, écrivons que cette situation en A est égale à cette situation en B. Donc, on l'écrit ici. On cherche à déterminer PA, d'accord? Or, ici, ZA et ZB sont identiques. Donc, d'après l'expression, ben, vous voyez que ce terme-là va s'annuler avec ce terme-là. Donc, du coup, ça se simplifie un petit peu, l'expression, et elle devient un petit peu plus simple. Je l'écris ici. Bien, alors, ici, on a cette égalité. Si VA est plus grand que VB, donc VA augmente et VB diminue. Vous voyez que pour que l'égalité reste constante, alors ce sera l'inverse pour les différentes pressions. Donc ici, on va pouvoir écrire, dans ce cas, donc si VA supérieur à VB, la pression P en A est inférieure à la pression P en B. On passe à la deuxième situation. On a toujours les positions A et B qui sont situées sur la même ligne de courant, hein, quels que soient les cas. Donc c'est juste qu'on change un petit peu les différentes grandeurs. Donc ici, je l'ai réécrite. Cette fois-ci, PA est égal à PB. Donc je vais pouvoir simplifier un tout petit peu cette expression. Et elle devient donc celle-ci. Alors cette fois-ci, on a VA qui est inférieur à VB. Donc ça veut dire que VA diminue et VB augmente. Et donc pour que cette égalité soit conservée, ben, si je diminue ici, il faut que j'augmente ce terme-là par rapport à celui-ci. Donc ici, on peut écrire que ZA est supérieur à la coordonnée ZB. Et enfin, pour la dernière situation, cette fois-ci, on a les deux vitesses qui sont identiques. Donc ce terme-là et ce terme-là, je vais pouvoir le simplifier. Et on me demande de comparer PA avec PB, donc avec ZA inférieur à ZB. Donc si ce terme-là diminue et que celui-ci augmente, alors c'est l'inverse pour PA et PB. Donc on va pouvoir écrire que dans ce cas-là, la pression P en A est supérieure à la pression P en B. Allez, on passe à l'exercice numéro 13, page 289. Là encore, vous le faites, vous mettez sur pause et on corrige. Alors, on vous dit qu'on a un écoulement de lait qui est schématisé ci-dessous. Donc, on a le liquide qui est à l'intérieur ici de cette grande section, puis qui passe par un goulot. Et on s'intéresse à cette ligne de courant. Hein, comme vous le voyez, cette ligne de courant, on a des vitesses qui ne sont pas égales. Bien sûr, vous le savez, hein, quand on rétrécit ici l'ouverture, eh bien la vitesse augmente. Hein. Vous le voyez quand vous utilisez votre tuyau d'arrosage. Hein, pour avoir une vitesse plus importante, vous pincez un petit peu le bout du tuyau. On connaît les vitesses, on sait que l'altitude c'est la même, hein, donc ça va être identique pour A et pour B, et on vous demande de calculer la pression en B. Bon, bah alors, à nouveau, comme c'est sur la même ligne de courant, j'applique la relation de Bernoulli en A et en B. Ici, on peut extraire la pression PB, puisque c'est ce qu'on me demande de cette expression, donc je peux l'extraire. Ici, ça me donne cette expression-là. Puisqu'ici, ZA égale ZB, ben, tout ce terme-là est nul. Donc, je peux encore le simplifier. J'aurais même pu mettre un demi en facteur. Bon, c'est pas grave. Je connais toutes les valeurs. La pression, ici, on me la donne en pascal, donc elle est dans la bonne unité. Rho en kilogrammes par mètre cube, elle est aussi dans l'unité du système international.
Et la vitesse, on me la donne en mètres par seconde, donc j'ai aucune conversion en plus à faire. Donc je passe à l'application numérique. Là encore, hein, normalement les unités ne se mettent pas dans le calcul, c'est juste pour vous montrer que je n'ai fait aucune conversion. Au niveau des chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, 3, 2 et 2, donc on y va, ça fait deux chiffres significatifs. Attention, ce 2 ne compte pas, hein, c'est une constante. Donc je trouve 9,8 10 puissance 4 pascal pour la pression en B, qui est donc plus faible que la pression en A. Allez, on termine avec le numéro 14, page 289. Là encore, vous mettez sur pause, vous le rédigez et on corrige juste après. Alors ici, on vous rappelle la relation de Bernoulli, qui est une constante dans le cas où on a deux points A et B qui sont sur une même ligne de courant. Hein, ce n'est pas écrit ici, mais il faut que ce soit sur la même ligne de courant. Et on vous demande cette fois-ci de calculer la valeur VB, connaissant donc tout le reste. Donc déjà, on va écrire cette égalité entre les points A et B. Pour le fluide incompressible, voici ce que ça donne. Je vais extraire donc VB de cette expression et ça me donne ceci. Au niveau des unités, il faut que la vitesse soit en mètres par seconde. Ici, les altitudes, il faut qu'elles soient en mètres, c'est le cas. Les pressions en pascal et la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Et toutes les unités sont dans les unités du système international, donc je n'ai aucune conversion à faire. Donc on peut directement passer à l'application numérique. Au niveau des chiffres significatifs, là encore que deux chiffres significatifs. Et donc ça me donne 4,4 mètres par seconde. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment compliqué puisqu'à chaque fois on vous donnera la relation de Bernoulli. Vous n'aurez pas à l'exprimer. Donc c'est vraiment l'utilisation de cette relation qui est la plus grosse difficulté de ce chapitre. Donc vous voyez que ça, c'est pas très très compliqué. Allez, je vous souhaite quand même bon courage. À bientôt!